Bonjour, je m'appelle Étienne, j'ai 28 ans, et mes parents m'ont traité comme un fantôme pendant 15 longues années juste pour protéger un mensonge de 3 millions de dollars. Avant de vous raconter le moment exact où j'ai finalement fait voler en éclats leur petit monde parfait, dites-moi d'où vous regardez dans la section commentaires. C'était à la mi-décembre et le vent qui balayait les rues du centre-ville de Chicago était comme une gifle physique. La neige tombait en gros paquets humides, collant au col de mon manteau de laine, mais je sentais à peine le froid. Je me tenais sur le trottoir, mes bottes enfouies dans 5 cm de gadou, fixant à travers l'immense vitrine en verre d'un studio de photographie haut de gamme. À l'intérieur, cela ressemblait à un globe de neige d'une perfection de la haute société. L'éclairage était chaleureux, projetant une lueur dorée et douce sur les murs de briques apparentes et les canapés anciens en velours utilisés comme accessoires. Et là, ils étaient, ma famille. Ma mère, Victoria, ajustait le col de sa robe bordeaux sur mesure. Même à 15 mètres de distance, à travers une épaisse vitre, je pouvais voir l'angle rigide et exercé de sa posture. C'était une femme qui avait vécu toute sa vie pour l'approbation de gens qu'elle n'aimait même pas. À côté d'elle se tenait mon père, Matthew. Il vérifiait sa Rolex, la mâchoire serrée dans cette ligne familière et impatiente. Il portait un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Et puis il y avait Carter, mon frère aîné, l'enfant chéri. Il avait 32 ans mais possédait toujours ce sourire suffisant et arrogant d'un quarterback de lycée qui n'avait jamais eu à faire face à une vraie conséquence dans sa vie. Il riait à quelque chose que le photographe disait, passant nonchalamment une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Il ressemblait à une publicité de catalogue pour le rêve américain. Riche, sain et parfaitement uni. Je restais là, dans l'obscurité glaciale, à les regarder, et un goût amer tapissait l'arrière de ma gorge. Pendant 15 ans, cette scène exacte s'était déroulée sans moi. Pendant 15 ans, la carte de Noël de la famille Harrison avait été envoyée à des centaines d'amis, d'associés et de parents éloignés. Et pendant 15 ans, je n'en faisais partie d'aucune. Ma respiration s'échappa en volute dans l'air glacial, embuant la vitre. Je l'essuyais avec une main gantée, refusant de détourner le regard. Je n'étais plus ce petit enfant. Je n'étais plus le garçon de 18 ans qui pleurait dans sa chambre, se demandant ce qui n'allait pas avec lui pour que ses propres parents ne le veuillent pas dans leurs souvenirs. J'ai vérifié mon téléphone. Il était 18h45. Je devais franchir ces lourdes portes vitrées dans 15 minutes. Ma mère m'avait appelé il y a 3 semaines. Sa voix dégoulinait d'un miel maladivement doux qui déclenchait immédiatement des sonnettes d'alarme dans ma tête. « Étienne, chérie », avait-elle dit comme si nous parlions tous les jours et non une fois tous les 6 mois. Nous faisons nos portraits annuels de vacances. Nous avons absolument besoin de toi cette année. J'avais failli laisser tomber le téléphone. L'invitation était si inattendue, si complètement hors de propos que mon premier instinct fut de raccrocher. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après une décennie et demie à me traiter comme un secret embarrassant, avait-il soudainement besoin de mon visage sur leur coûteuse carte glacée? Je connaissais la réponse maintenant. Je savais exactement pourquoi j'étais invité. J'ai plongé la main dans la poche profonde de mon manteau et mes doigts ont frôlé le bord épais et dur d'un album photo relié en cuir que j'avais apporté avec moi. Il était lourd, lourd de 15 ans d'exclusion, lourd de mensonges, à les regarder rire dans cette pièce chaude et lumineuse. Je sentais mon cœur battre contre mes côtes. Un battement lent et régulier de pure adrénaline. Ils pensaient que je venais ici pour jouer mon rôle. Ils pensaient que j'allais enfin me ranger, afficher un faux sourire et les aider à assurer leur énorme gain. Ils pensaient que j'étais un accessoire. J'ai pris une profonde inspiration, l'air glacial me piquait les poumons. Je n'ai pas poussé la porte d'entrée. Au lieu de cela, je me suis éloigné de la fenêtre, remontant mon col contre le vent et me suis dirigé vers la ruelle sombre et étroite qui menait à l'entrée latérale du studio. Il était temps de leur montrer que le fantôme qu'ils avaient créé était enfin revenu les hanter. Mais pour comprendre comment nous sommes arrivés dans cette ruelle glaciale et pourquoi les enjeux valaient des millions de dollars, il faut comprendre comment l'effacement a commencé. Il faut remonter au matin où mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je n'étais pas assez bon pour être un Harrison. C'est arrivé quand j'avais 18 ans. C'était un samedi matin, début novembre. Je me souviens de l'odeur de pain grillé brûlé et de café cher torréfié sombre qui emplissait la cuisine. J'étais assis à l'îlot en granit, déchirant nerveusement les bords d'une brochure universitaire. Mère est entrée dans la cuisine tenant une pile d'échantillons de tissu. « Très bien, les garçons,
annonça-t-elle, ne me regardant pas, mais dirigeant son regard vers Carter, qui faisait défiler son téléphone. Le studio est réservé pour 14 heures. Nous portons du bleu marine et du crème cette année. Carter, mets le pull en cachemire que ton père t'a acheté. Je me suis redressé. Ma poitrine se serra d'excitation. Jusque-là, nos photos de famille n'étaient que des instantanés pris en vacances. C'était notre première séance professionnelle coordonnée en studio. Je n'avais jamais fait partie de quelque chose comme ça. Je me suis précipité à l'étage, fouillant dans mon placard pour trouver mes meilleurs vêtements. Je n'avais pas grand-chose. J'achetais principalement mes vêtements dans des friperies parce que mes parents prétendaient toujours que l'argent était serré quand il s'agissait de mes dépenses. Mais j'ai trouvé une chemise boutonnée bleu marine décente et je l'ai repassée 2 fois pour m'assurer que le col était parfaitement net. J'ai passé 20 minutes devant le miroir de la salle de bain, essayant de me coiffer pour avoir l'air présentable. Je voulais juste avoir l'air d'appartenir à quelque chose. Quand je suis descendu, mère et père mettaient leur manteau dans le foyer. Carter était déjà dehors, réchauffant la berline de luxe de père. Mère s'est arrêtée. Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux se plissant légèrement, observant ma chemise de friperie légèrement délavée et mes chaussures de ville usées. Un sourire tendu et forcé s'étira sur son visage. C'était le sourire qu'elle utilisait lorsqu'elle avait affaire à une caissière lente au supermarché. « Oh, Étienne, dit-elle doucement. Tu as mis une belle chemise. » « Vous avez dit bleu marine, répondis-je, me sentant soudain très mal à l'aise. « Pour les photos, n'est-ce pas, dit-elle, ajustant ses boucles d'oreilles en perles. À ce propos, tu viens juste regarder aujourd'hui, chérie. » Les mots ne comprirent pas au début. « Regarder ? Qu'est-ce que tu veux dire regarder ? C'est une photo de famille. » Père s'avança. C'était un homme imposant, grand, aux épaules larges et au visage qui montrait rarement de la chaleur. Il m'attrapa le haut du bras, sa prise assez forte pour me faire des bleus, et m'attira à quelques pas dans le couloir. « Ne fais pas de scène, marmonna-t-il, sa voix tombant à un chuchotement dur. Les cartes vont à toute la firme, Étienne. À mes partenaires, au conseil du country club. Elles doivent être parfaites. » J'ai repassé ma chemise, balbutiai-je, sentant une piqûre humiliante de larmes piquer les coins de mes yeux. Je peux me tenir au fond. Ce n'est pas une question de chemise, dit froidement mon père, me regardant avec une expression de léger dégoût. Tu ne photographies pas bien avec nous, Étienne. Tu as l'air maladroit. Tu ne corresponds pas à l'esthétique que ta mère veut. Nous ne pouvons pas te laisser ruiner la composition. Maintenant, tu peux soit rester à la maison, soit venir t'asseoir tranquillement dans le hall. Ton choix. Il me lâcha le bras, ajusta sa cravate chère et sortit par la porte d'entrée. Je suis allé au studio. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être qu'une partie malade de moi pensait qu'ils changeraient d'avis à la dernière seconde, mais ils ne l'ont pas fait. Je me suis assis sur un banc en bois dur dans la salle d'attente pendant 2 heures. J'ai regardé à travers la vitre comme le photographe positionnait ma mère, mon père et Carter. Je les ai regardés sourire. J'ai regardé mon père poser une main fière et aimante sur l'épaule de Carter. Je les ai regardés créer une famille magnifique et impeccable dont je ne faisais pas partie. Ce fut la première année. La carte de Noël est arrivée par la poste 1 mois plus tard. Joyeux Noël des Harrison, lisait le lettrage doré. En dessous se trouvait la photo, juste 3. Après cela, c'est devenu la règle tacite. Mon effacement était complet. Quand je suis allé à un collège d'État local, j'ai travaillé 2 emplois brutaux. Faire des hamburgers dans un restaurant gras jusqu'à 2 heures du matin et réapprovisionner les étagères d'épicerie le week-end juste pour payer mes manuels scolaires et une chambre de dortoir exiguë. Mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient tout simplement pas les fonds pour m'aider. Ils ont dit que développer le caractère était important. 1 mois après le début de ma 2e année, je suis rentré à la maison pour prendre des vêtements d'hiver. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu un relevé bancaire ouvert sur le comptoir. C'était un compte joint que mon père partageait avec Carter. Le solde était à 0, mais les transactions récentes montraient des retraits massifs. J'ai regardé de plus près. Vol pour Rome, hôtel 5 étoiles à Paris, des milliers de dollars dépensés dans des boutiques de luxe. Quand mon père est entré et m'a vu le regarder, il n'a même pas bronché. Je l'ai confronté.
Je lui ai demandé comment Carter voyageait à travers l'Europe alors que j'étais noyé sous les dettes étudiantes. Mon père s'est juste versé une tasse de café. Nous avons utilisé le fonds universitaire, dit-il nonchalamment. Mon fonds universitaire. Ma voix trembla. C'était un fonds joint, Étienne. Carter a réussi sa première année. Nous avons estimé qu'il méritait une récompense pour son travail acharné. Tu as choisi une école d'État moins chère, donc tu n'en avais pas autant besoin. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents me faisaient mal. Il n'avait pas seulement vidé le compte. Il avait volé mon avenir pour payer les vacances de mon frère. Le coup de grâce fut ma remise de diplôme universitaire. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. J'étais le meilleur de mon programme de conception graphique. J'ai invité mes parents. Ils sont arrivés en retard, me manquant alors que je traversais la Seine. Après la cérémonie, nous nous sommes tenus sur la pelouse. Carter était venu avec nous, se plaignant de la chaleur. Mère a sorti son appareil photo coûteux. Elle a pris 20 photos de Carter debout à côté d'une statue sur le campus. Elle a pris des photos de père. Elle a pris des photos d'eux deux ensemble. J'étais là, en toge et en mortier, à attendre. Très bien, dit Mère, en refermant l'objectif. Il fait affreusement chaud. Allons déjeuner. Ils n'ont pas pris une seule photo de moi. Pas une seule. J'ai alors réalisé que pour eux, mes réussites ne signifiaient absolument rien. J'étais un fantôme. Et si je voulais survivre, je devais arrêter de hanter leur maison et aller construire la mienne. Alors, j'ai fait mes bagages, j'ai déménagé et je n'ai pas regardé en arrière. Les quelques années suivantes furent une épreuve, mais c'était mon épreuve. J'ai versé chaque once de ma frustration dans mon travail. J'ai commencé au bas de l'échelle dans une entreprise de marketing de taille moyenne en ville, prenant les quarts de travail que personne ne voulait, concevant des publicités pour des plombiers locaux et des magasins de matelas discount. J'ai gardé la tête basse, j'ai affûté mes compétences, et finalement le travail acharné a porté ses fruits. J'ai obtenu une promotion majeure et un salaire qui m'a enfin permis de respirer. J'ai emménagé dans un bel appartement loft spacieux avec d'immenses fenêtres. J'ai acheté une voiture décente. J'ai construit une vie. Et puis j'ai rencontré Emma. Emma était chef de projet dans une entreprise avec laquelle nous collaborions. Elle était brillante, drôle et possédait une force tranquille qui me calmait. Nous nous sommes connectés instantanément. Lors de notre 3e rendez-vous, nous étions assis dans un petit restaurant italien faiblement éclairé, partageant une bouteille de vin. Elle me racontait sa famille chaotique, bruyante et profondément aimante de l'Ohio. « Et toi » demanda-t-elle, posant son menton sur sa main, ses yeux bruns chaleureux fixés sur les miens. « Tu ne parles jamais de tes parents. Tu as des photos ?» Je me suis figé. Le vin avait soudain un goût de cendre dans ma bouche. J'ai baissé les yeux vers mon assiette, traçant le bord avec mon pouce. « Je n'en ai pas, dis-je doucement. Aucune. Pas même sur ton téléphone. Dans ma famille, dis-je, ma voix serrée, je suis celui qui n'a pas le droit d'être sur les photos. Je me suis préparé à la pitié, ou pire, aux questions indiscrètes. Mais Emma n'a pas insisté. Elle a juste tendu la main sur la table, a posé sa main sur la mienne et l'a doucement serrée. Dans ce simple contact, j'ai ressenti plus d'affection véritable qu'en 20 ans passés dans la famille Harrison. Avec Emma, je n'étais pas invisible. La vie était enfin bonne. J'étais respecté au travail. J'avais un client important, un type nommé Julien qui dirigeait une énorme start-up technologique qui me traitait pratiquement comme un partenaire. Il louait constamment ma vision et insistait pour ne travailler qu'avec moi. Pour la première fois, je connaissais ma valeur. Puis 20 novembre. J'étais assis dans mon salon, esquissant un concept de logo quand mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant affichait « Mère ». Je l'ai fixé. Nous n'avions pas parlé depuis 6 mois, pas depuis un bref appel téléphonique forcé de 5 minutes le jour de mon anniversaire. J'ai failli la laisser aller à la messagerie vocale, mais une curiosité morbide m'a fait accepter. Étienne, chérie, sa voix était perçante, vibrante d'un enthousiasme artificiel qui me hérissa les poils des bras. Comment vas-tu? Tu ne nous appelles plus. J'ai gardé ma voix plate. Je suis occupé, maman. Le travail est exigeant. Eh bien, tu dois simplement trouver du temps pour la famille, réprimanda-t-elle en plaisantant.
Écoute, ton père et moi parlions, et nous faisons nos portraits de vacances annuels dimanche prochain au studio du centre-ville. Nous avons absolument besoin de toi cette année. Cela fait trop longtemps que toute la famille n'a pas été réunie. Le silence s'étira sur la ligne. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, le fixant pour m'assurer que je parlais bien à ma mère. Vous voulez que je sois sur la photo de Noël, ai-je demandé lentement. Bien sûr, tu es notre fils. Nous voulons notre beau garçon sur la photo. Mais ce joli costume anthracite. Sois là à 19h. Elle a raccroché avant que je ne puisse poser d'autres questions. Je suis resté là, le crayon cassé dans ma main. 15 ans. 15 ans à entendre dire que je ruinais l'esthétique, que je ne m'adaptais pas, que j'étais une horreur. Et maintenant, soudain, j'étais le beau garçon dont ils avaient désespérément besoin. Quelque chose n'allait pas, profondément, fondamentalement. Mes parents ne faisaient rien sans une raison calculée. Il y avait un angle. Il me suffisait de le trouver. Le lendemain matin, j'ai appelé tante Clara. Clara était la sœur cadette de ma mère, mais elle ne pouvait pas être plus différente. Clara était une institutrice à la retraite, gentille, mais profondément timide. Elle avait traversé un divorce brutal et une vilaine bataille pour la garde il y a 10 ans, ce qui l'avait ruinée financièrement. Elle vivait dans un duplex modeste à quelques pâtés de maison de ma grand-mère Amélia. La mère de mon père, Clara, s'était occupée de grand-mère lorsque sa santé a commencé à décliner, principalement parce que mes parents ne voulaient pas s'en donner la peine. Tante Clara, ai-je dit quand elle a répondu, maman vient de m'inviter à la séance photo de famille. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu une inspiration nette à l'autre bout de la ligne. Puis le son de sanglots silencieux. Clara, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Étienne, pleura-t-elle, sa voix tremblante. C'est ta grand-mère. Elle est en soins palliatifs. Les médecins disent qu'elle n'a plus que quelques semaines à vivre. Mon estomac se serra. Quoi? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Victoria l'a interdit, s'étouffa Clara. Ta mère m'a dit de ne pas te déranger, Étienne. La succession de ta grand-mère. Son héritage est énorme. Plus de 3 millions de dollars plus l'ancien domaine. Je me fiche de l'argent, Clara. Je me soucie de grand-mère. Je sais, chérie. Je sais. Mais tes parents s'en soucient. Grand-mère Amélia révisait son testament avec son avocat, Monsieur Sterling. Elle a remarqué que tu n'étais plus sur aucune photo de famille depuis des années. Elle a demandé à ta mère pourquoi tu ne lui rendais plus visite. J'ai serré le bord de mon bureau, mes phalanges blanchissant. Et qu'a dit ma mère? Elle a menti, Étienne. Elle a dit à Amélia que tu avais tourné le dos à la famille, que tu étais arrogant, obsédé par ta vie citadine, et que tu refusais d'avoir quoi que ce soit à faire avec eux ou avec elle. Clara se moucha. Grand-mère a eu le cœur brisé. Elle a dit à tes parents que si la famille était vraiment brisée, elle laisserait tout l'héritage à une œuvre de bienfaisance. Ta mère a paniqué. Elle a promis à grand-mère que c'était un malentendu. Et pour le prouver, elle a juré que tu serais au premier plan de la carte de Noël de cette année. Une fureur froide et sombre commença à me serrer la poitrine. Ils ont besoin de moi pour obtenir les 3 millions. Oui, chuchota Clara. Et Étienne, il y a autre chose. Grand-mère ne t'a pas oublié. Elle t'a écrit tous les mois pendant les 10 dernières années. Elle t'a envoyé des lettres, des cartes d'anniversaire, de petits chèques. Elle pensait que tu les ignorais. Je n'ai jamais reçu une seule lettre, dis-je, ma voix devenant glaciale. Je sais. Ta mère les a interceptées. Elle les a gardées dans une boîte verrouillée dans le grenier de votre ancienne maison. Elle voulait t'isoler pour que tu n'aies pas ta part de la succession. Le silence dans mon appartement était assourdissant. La trahison était si profonde, si absolue, que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ma mère ne m'avait pas seulement effacé des photographies. Elle avait activement saboté la seule véritable connexion familiale qu'il me restait, tout cela pour de l'argent. J'ai remercié tante Clara et j'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas pleuré. J'avais largement dépassé les pleurs. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti. Le fantôme allait saboter la séance photo. Je connaissais parfaitement l'emploi du temps de mes parents. Chaque mardi après-midi,
ma mère déjeunait au country club et mon père était à son cabinet d'avocat. La maison en banlieue serait vide. J'ai conduit là-bas, la mâchoire serrée, l'esprit en ébullition. Je me suis garé un pâté de maison plus loin et j'ai marché jusqu'à la maison. J'avais toujours le double de clés que j'avais gardé sur mon porte-clés depuis le lycée, une habitude que je n'avais jamais pris la peine de briser. La serrure a cliqué et je suis entré dans le hall stérile et impeccable. Cela sentait le polish au citron et le pot pourri cher. Cela ne sentait pas la maison. Je n'ai pas perdu de temps. Je suis monté directement à l'étage, j'ai tiré la corde des escaliers du grenier et j'ai grimpé dans la chaleur poussiéreuse et suffocante. La boîte verrouillée que Clara avait mentionnée était exactement là où elle avait dit qu'elle serait, cachée derrière une pile de vieux manteaux d'hiver. J'ai utilisé un gros tournevis plat de ma voiture pour forcer le cadenas bon marché. À l'intérieur se trouvaient des piles d'enveloppes. Des centaines d'entre elles. Mes mains tremblaient en ramassant la première. Elle m'était adressée, de la main tremblante et cursive de grand-mère Amélia. Je l'ai déchirée. Mon très cher Étienne, lisait la lettre. Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis ton diplôme. J'espère que tu vas bien en ville. Je suis si fier de toi. 6 juin, un petit quelque chose pour les courses. Viens rendre visite à ta vieille grand-mère. Tu me manques. Il y avait un billet de $50 impeccable à l'intérieur. J'en ai ouvert un autre et un autre encore, 10 ans d'amour, de main tendue, de confusion et de chagrin éventuel d'une vieille femme qui pensait que son petit-fils l'avait abandonné, et ma mère s'était assise sur eux comme un dragon gardant de leur voler. J'ai rangé chaque lettre dans un sac de sport et je suis descendu du grenier. Mais je n'avais pas fini. Je suis entré dans le bureau de mon père. Il tenait des registres méticuleux. J'ai ouvert son classeur et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Le dossier étiqueté « carte de vœux ». À l'intérieur se trouvait une copie impeccable de chaque carte de Noël qu'ils avaient envoyée au cours des 15 dernières années. Je les ai toutes prises. Les 3 jours suivants, j'ai à peine dormi. J'étais assis à ma table de dessin, ne travaillant pas sur des projets clients, mais sur mon chef-d'œuvre. Je suis allé acheter un bel album photo lourd, relié en cuir. Sur la première page, j'ai placé la carte de Noël de mes 18 ans. Celle où ils avaient l'air si parfaits sans moi. À côté, j'ai collé une photo que j'avais prise de moi cette même année, debout dans mon uniforme de restaurant gras, épuisé et seul. En dessous, j'ai écrit « 18 ans », exclu parce que je ne photographiais pas bien. J'ai fait ça pour chaque année. Une carte de famille impeccable à gauche, une confrontation avec la réalité à droite. Moi, étudiant seul à la bibliothèque. Moi, tenant mon diplôme tout seul. Moi, travaillant tard le soir à la firme de design. Dans la deuxième moitié de l'album, j'ai joint toutes les lettres interceptées de grand-mère. J'ai surligné les dates. J'ai inclus un calendrier imprimé de l'endroit exact où je vivais pendant ces années, prouvant que les lettres avaient été envoyées à la maison de mes parents où je ne résidais plus. C'était une arme. Une arme magnifique et indéniable, construite à partir de leurs propres mensonges. Lorsque le dimanche soir arriva enfin, j'ai mis mon meilleur costume anthracite. Emma m'a aidé à ajuster ma cravate. Elle savait tout. Elle m'a regardé, ses yeux féroces et solidaires. « Es-tu prêt pour ça ?» demanda-t-elle doucement. « Je suis prêt depuis 15 ans, répondis-je. J'ai conduit jusqu'au studio du centre-ville. La neige tombait abondamment, mais mon esprit était d'une clarté cristalline. Je suis arrivé volontairement 30 minutes en avance. Je savais que David, le manager louche du studio qui s'extasiait toujours sur la richesse de mes parents, serait en train de s'installer dans la pièce principale. Je savais aussi que ma famille arrivait toujours exactement 20 minutes en avance pour boire du champagne dans la suite d'attente privée. J'ai garé ma voiture, j'ai pris l'album en cuir lourd et j'ai marché dans la neige vers le studio. C'est là que nous rejoignons le début. Moi, debout dehors dans la gadoue glaciale, à les regarder à travers la vitre, à regarder ma mère ajuster sa robe, à regarder mon père vérifier sa montre, à regarder Carter rire. J'ai serré l'album plus fort, j'ai descendu la ruelle sombre et je me suis glissé discrètement par la porte latérale. Le couloir était faiblement éclairé et sentait l'ozone des flashs d'appareils photo et le parfum coûteux. Je me suis faufilé dans le couloir moquetté vers la suite d'attente privée. La porte était entr'ouverte d'1 pouce. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai écouté. La tempête était sur le point d'éclater.
À l'intérieur de la suite d'attente, le cliquetis des flûtes à champagne résonnait vivement. Va-t-il vraiment venir? C'était la voix de Carter. Il avait l'air agacé, comme si ma simple existence était un inconvénient pour sa soirée. Je n'arrive pas à croire que nous devions l'impliquer là-dedans. Cela ruine toute l'esthétique que nous avons construite. Côté mère. Un son théâtral de patients souffrant depuis longtemps. Calme-toi, Carter. Il a confirmé hier. C'est juste une séance photo. Nous prenons les clichés. Nous imprimons les cartes. Nous les montrons à l'avocat d'Amelia demain matin. Et ensuite, les choses reviendront à la normale. Et par normal, tu veux dire que nous pouvons arrêter de faire semblant qu'il existe? Carter ricana. Le testament est de 3 millions de dollars, Carter. La voix de mon père coupa, basse, dure et absolument impitoyable. Plus les propriétés de la succession. Nous jouons gentiment pendant 1 heure. Tu souris. Tu mets ton bras autour de ton frère. Et nous assurons le coup. Si nous ne produisons pas une photo prouvant que nous sommes un front uni, cette vieille folle va tout laisser à un sanctuaire d'animaux sauvages. J'ai arrêté de respirer. L'entendre de tante Clara était une chose. L'entendre directement de la bouche de mon père. Entendre le calcul froid de me traiter comme un pion pour voler l'argent d'une femme mourante m'a envoyé une onde de choc de pure rage à travers le système. Alors Étienne n'est qu'un accessoire, demanda Carter, gloussant sombrement. Un accessoire très mal habillé. Ma mère rit doucement. C'était un son laid et cruel. Il a toujours été un accessoire, mon chéri. Il ne le savait juste pas honnêtement, David a dit que s'il ne venait pas, on pouvait juste le photoshopper une vieille photo de lui au fond. Mais Monsieur Sterling veut des preuves récentes. Alors, nous le supportons pendant 1 heure. Ma poitrine se souleva. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles ne tremblaient plus. Elles étaient stables comme de la pierre. Je n'ai pas attendu 1 seconde de plus. Je n'ai pas frappé poliment. J'ai levé le pied et j'ai défoncé la lourde porte en bois si fort qu'elle a claqué contre le placoplâtre avec un bruit de coup de feu. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a laissé tomber sa flûte à champagne. Elle s'est brisée sur le sol en marbre, des éclats cristallins se dispersant partout. Carter a reculé, renversant sa boisson sur son cher pull en cachemire. Mon père s'est retourné, son visage se vidant instantanément de couleur. Je suis entré dans la pièce. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'en avais pas besoin. Le calme silencieux et mortel dans ma voix était infiniment plus terrifiant. Je ne suis pas un très bon accessoire, ai-je dit, fixant directement les yeux terrifiés de ma mère. Les accessoires ne répondent généralement pas, Étienne. Mon père balbutia, s'avançant, instinctivement, essayant d'utiliser sa taille physique pour m'intimider. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps, dis-je, déplaçant mon regard vers lui. Assez longtemps pour entendre exactement ce que ma présence vaut pour vous. 3 millions de dollars. C'est le prix courant pour un fils ces jours-ci, Matthew. Maintenant, écoute-moi bien, aboya mon père, retrouvant sa fausse bravade. Tu ne comprends pas les complexités légales. Je comprends tout. Je le coupai, ma voix tranchant la pièce comme un rasoir. J'ai regardé Carter, qui tamponnait frénétiquement son pull ruiné. Profite de l'Europe avec mon fonds universitaire, Carter. C'était amusant? J'espère que ça en valait la peine car c'est la dernière virée gratuite que tu auras. La mâchoire de Carter tomba. Comment sais-tu ça? Je l'ai ignoré et me suis tourné vers ma mère. Elle tremblait, ses mains parfaitement manucurées serrant son collier de perles. Et toi, chuchotai-je, faisant un pas vers elle. Elle tressaillit. 10 ans. 10 ans que tu as volé mes lettres de grand-mère. Tu l'as laissé penser que je la haïssais. Tu m'as laissé penser que personne dans cette famille ne se souciait de moi. Tu les as enfermés dans le grenier comme des ordures. Étienne, s'il te plaît, gémit-elle, sa façade polie s'effondrant complètement. Elle était confuse. Je protégeais les intérêts de la famille. Vous protégiez votre propre avidité, rugissais-je, laissant finalement la colère éclater comme un coup de fouet. Vous avez passé 15 ans à essayer de m'effacer de cette famille parce que je ne correspondais pas à votre image en plastique malade. Eh bien, félicitations. Vous avez finalement réussi car à partir de maintenant,
je n'ai plus de parents. Je n'ai plus de frères. J'ai levé l'album en cuir lourd et je l'ai claqué sur la table basse en verre. Le verre ne s'est pas brisé, mais le bruit a fait sursauter les trois. « Qu'est-ce que c'est » demanda mon père, regardant le livre comme si c'était une bombe. « Ça » dis-je en reculant vers la porte, « c'est ma carte de Noël pour vous et une copie est déjà en route pour grand-mère Amelia et pour monsieur Sterling. » La panique, une panique pure et non dissimulée, inonda leur visage. « Tu ne ferais pas ça » haleta ma mère, serrant sa poitrine. « Souriez pour la caméra » dis-je. Je me suis retourné et je suis sorti de la suite, j'ai traversé le couloir et j'ai franchi les portes d'entrée pour la nuit glaciale. Le vent glacial me frappa le visage, mais je ne m'étais jamais senti aussi chaud. Emma m'attendait dans ma voiture au bord du trottoir. Je suis monté, les serré dans mes bras et nous sommes partis, laissant ma fausse famille se noyer dans leur propre navire en perdition. C'est un moment qui a tout changé quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de votre patience d'être arrivé jusque-là. Vous êtes incroyable. Aidez-moi s'il vous plaît à aimer la vidéo et laisser un commentaire avec le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'à présent. Cela aidera non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me fera également savoir que mes expériences ont un sens pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les retombées furent immédiates et spectaculaires. Pendant que je confrontais mes parents au studio, tante Clara entrait dans l'établissement de soins palliatifs. Je lui avais donné une copie identique de l'album 2 jours auparavant avec des instructions strictes de le montrer à grand-mère Amelia dès que je lui donnerais le signal. Alors qu'Emma nous éloignait du studio, j'ai envoyé un seul SMS à Clara. Fais-le. Selon Clara, grand-mère était assise dans son lit, portant ses lunettes de lecture, et a parcouru l'album page par page. Elle a vu les 15 années d'exclusion. Elle a vu les photographies de moi travaillant dans un restaurant alors que Carter était à Paris. Et puis elle a vu les photocopies de ses propres lettres, celles que ma mère avait entassées dans le grenier. Clara a dit que grand-mère n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré hystériquement. Elle a simplement fermé le livre, a pris une profonde inspiration haletante et a demandé à Clara d'appeler monsieur Sterling, son avocat. Même sur son lit de mort, grand-mère Amelia était une force de la nature. 2 heures du matin cette nuit-là, mon téléphone a commencé à sonner. L'écran a illuminé la chambre sombre. C'était Carter. Je l'ai laissé sonner, il s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé. J'ai répondu, le mettant en haut-parleur pour qu'Emma puisse entendre. « Es-tu fou ?» La voix de Carter a explosé à travers le haut-parleur, aiguë et complètement dérangée. Il sonnait comme un rat acculé. « Sais-tu ce que tu viens de faire ? Papa est en pleine crise. Maman est enfermée dans la salle de bain, en train de pleurer. On dirait une nuit difficile, dis-je calmement, m'adossant à la tête de lit. Tu nous as ruinés, Étienne. Tu as ruiné la famille. L'avocat a appelé papa il y a 1 heure. Grand-mère est en train d'accélérer un avenant d'urgence au testament. Elle nous exclut à cause de ton stupide petit album. Non, Carter. Je l'ai corrigé. Ma voix dangereusement basse. Maman a volé son courrier. Papa a volé mon fonds universitaire. Et tu as laissé faire parce que tu es un parasite. Les actions ont des conséquences. Bienvenue dans le monde réel. Tu es un sociopathe, cria-t-il. Tu as planifié ça. Tu nous as piégés. J'ai juste donné à grand-mère les photos où vous ne vouliez jamais que je sois. J'ai répondu, bonne nuit, Carter. Perds mon numéro. J'ai raccroché et l'ai bloqué. À 7 heures du matin le lendemain, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était, père, répondis-je en sortant sur mon balcon avec une tasse de café. La ville se réveillait et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Étienne, dit mon père. Sa voix ne criait pas comme celle de Carter. Elle était froide, calculée, et portait le poids lourd d'un homme qui tentait de reprendre le contrôle d'une négociation qu'il perdait lamentablement. Soyons rationnels. J'écoute, dis-je, prenant une gorgée de café. Tu as fait ton point. Tu es en colère. Je comprends. Des erreurs ont été commises dans le passé. Mais ce que tu fais en ce moment est vindicatif et cela détruit l'héritage de cette famille. Quel héritage, Matthew? L'héritage de mentir à une vieille femme pour son argent? Il soupira.
Un lourd son condescendant. Écoute-moi. Monsieur Sterling rencontre ta grand-mère à midi aujourd'hui pour finaliser les changements à l'héritage. Si tu l'appelles tout de suite, dis-lui que c'était un malentendu. Dis-lui que tu as falsifié ses lettres ou exagéré le calendrier. Vous voulez que je mente à une femme mourante pour sauver votre salaire, ai-je demandé incrédule. Je vous ferai un chèque de 500 000 $ aujourd'hui, répondit-il rapidement. Sans impôt, un cadeau. Vous pouvez acheter une maison. Vous pouvez l'investir. Appelez-la simplement et retirez les avocats. J'ai réellement ri. Cela a jailli de ma poitrine. Aigu et éclatant. 500 000 waouh. Vous êtes vraiment désespéré. C'est une offre généreuse, Étienne. Ne laisse pas tes petites rancœurs t'aveugler face aux bonnes affaires. Ce n'est pas des affaires, papa. C'est ma vie, et tu ne peux pas me l'acheter. Plus maintenant. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Ne me contacte plus, ou je déposerai une ordonnance de restriction. Étienne, si tu fais ça, j'ai appuyé sur fin d'appel. J'ai aussi bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de ma mère. Je les ai effacés de ma vie numérique aussi minutieusement qu'ils m'avaient effacé de leur carte de Noël. Quelques jours plus tard, tante Clara a appelé pour me dire que grand-mère voulait me voir. J'ai conduit seul au centre de soins palliatifs. Quand je suis entré dans sa chambre, elle avait l'air frêle, reliée à des moniteurs, mais ses yeux, les mêmes yeux vifs et intelligents que je voyais dans le miroir chaque matin, étaient brillants. Je me suis assis à côté de son lit et j'ai pris sa main fine et parcheminée. Mon cher Étienne, chuchota-t-elle, des larmes inondant ses yeux. Ils t'ont éloigné de moi. Je pensais que tu ne m'aimais pas. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, grand-mère, dis-je, ma propre voix se brisant. Je pensais juste que je n'avais pas le droit de faire partie de la famille. Elle serra ma main avec une force surprenante. Cette famille, dit-elle avec fureur, est un arbre pourri. J'ai coupé les branches mortes. Monsieur Sterling s'en est occupé. Ils ne verront pas un sou de mon argent, Étienne. Ils ne seront pas récompensés pour leur cruauté. Je suis resté avec elle pendant des heures, parlant d'Emma, de mon travail de graphiste, de tout ce qu'elle avait manqué. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la chaleur inconditionnelle d'une figure parentale qui voulait juste m'écouter parler. 3 semaines plus tard, grand-mère Amélia s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Tante Clara et moi étions les seuls à son chevet. Mes parents ne sont même pas venus à l'hôpital. Ils étaient trop occupés à appeler différents cabinets d'avocats, essayant de comprendre comment contester un testament qu'ils savaient inattaquable. La tempête était passée. Les dégâts étaient importants. Mais en regardant par la fenêtre de la chambre d'hôpital, j'ai réalisé que pour la première fois en 15 ans, le ciel était enfin dégagé. J'avais survécu à l'effacement. Les jours qui suivirent le décès de grand-mère Amélia furent un flou de deuil silencieux et un silence absolu et soudain de la part des personnes qui m'avaient élevé. Les funérailles furent une petite affaire digne, tenue un mardi matin glacial. Le ciel avait la couleur du fer meurtri et le vent soufflait du lac, mordant à travers mon épais manteau de laine. Emma se tenait à mes côtés, son bras fermement lié au mien. Tante Clara se tenait de l'autre côté, tenant un mouchoir froissé. Et c'est tout. Mes parents ne se sont pas présentés. Carter ne s'est pas présenté. Plus tard, j'ai appris par le bouche-à-oreille familial que ma mère avait affirmé être simplement trop submergée par le chagrin pour assister à un rassemblement public. Mais la vérité était bien plus calculatrice. Mon père avait passé la matinée des funérailles de sa propre mère enfermé dans des salles de conférence avec des associés juniors de son cabinet d'avocats, essayant désespérément d'élaborer une stratégie pour contester le testament avant même qu'il ne soit officiellement lu. Ils savaient qu'une tempête arrivait et ils essayaient de construire un bunker. Mais on ne peut pas construire un bunker avec des mensonges de papier. 2 semaines après les funérailles, la lourde enveloppe couleur crème est arrivée dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur était en relief doré. Sterling et associés, avocats. C'était l'assignation officielle pour la lecture du dernier testament d'Amelia Harrison. La réunion était prévue pour 10 heures un vendredi à leur bureau du centre-ville. Ce matin-là, je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond de mon appartement. Pendant 15 ans, j'avais été le paria de la famille, le secret embarrassant,
le fils invisible dont le salaire et les réalisations ne signifiaient absolument rien comparé à la simple existence de mon frère. Aujourd'hui, tout cela allait prendre fin. Non pas par une scène de cris, mais par le marteau froid et implacable de la loi. J'ai enfilé mon meilleur costume, non pas les vêtements bon marché de friperie de mon adolescence, mais un costume bleu marine foncé sur mesure que j'avais acheté après ma dernière grosse promotion à la firme de design. Emma portait une robe noire élégante et tranchante. Nous avons conduit au centre-ville en silence. La radio était éteinte. La tension dans la voiture était assez épaisse pour être coupée au couteau. Le cabinet d'avocats Sterling et associés occupait les 2 derniers étages d'un gratte-ciel en verre étincelant. Quand Emma et moi sommes sortis de l'ascenseur, nos chaussures se sont enfoncées dans une moquette grise anthracite moelleuse. La réceptionniste, une femme d'apparence sévère aux cheveux argentés, a pris nos noms et nous a conduits le long d'un long couloir boisé d'acajou riche. Elle a ouvert les doubles portes d'une immense salle de conférence. Les murs étaient tapissés de livres de droit reliés en cuir, et une grande table en chêne dominait le centre de l'espace. De grandes baies vitrées offraient une vue panoramique sur la skyline de Chicago. Tante Clara était déjà là, assise près du coin, l'air petit et terrifié. Je me suis approché et je l'ai embrassée sur la joue, prenant la chaise en cuir à côté d'elle. Emma s'est assise à ma droite, puis les lourdes portes en bois se sont rouvertes. Ma famille est entrée. Si vous ne connaissiez pas le contexte, vous auriez pensé qu'ils arrivaient à une première sur tapis rouge. Ma mère portait une robe de créateur noir avec un collier de diamants discret et de bon goût. Elle avait un châle de dentelle noire transparente drapé sur ses épaules, sa version de tenue de deuil. Mon père est entré, la poitrine bombée, portant un costume à fines rayures sur mesure, son visage figé dans un masque de confiance agressive. Et Carter. Carter a eu le culot d'entrer en portant une toute nouvelle montre Rolex. Elle brillait sous l'éclairage encastré de la salle de conférence. Je savais pertinemment qu'il n'avait pas eu d'emploi stable depuis 2 ans. Il avait acheté cette montre à crédit, misant entièrement sur l'énorme héritage qu'il pensait être sur le point d'arriver sur son compte bancaire. Ils s'arrêtèrent net en me voyant assis là. Les lèvres parfaitement brillantes de ma mère s'ouvrirent sous le choc. Les yeux de mon père se plissèrent en fente sombre et dangereuse. Carter laissa échapper un rire bruyant et désagréable, secouant la tête. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» demanda Carter, me tournant le dos et s'adressant au chef de table vide. « C'est une réunion privée pour la famille proche. » Avant que quiconque ne puisse répondre, la porte latérale de la salle de conférence s'ouvrit. Monsieur Sterling entra. C'était un homme d'une 60aine d'années, grand et impeccablement soigné, aux yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. Il portait une épaisse mallette en cuir et projetait une aura d'autorité absolue et indéniable. Il ne ressemblait pas à un homme qui tolérait la folie. Monsieur Etienne Harrison est ici parce que j'ai explicitement demandé sa présence, Carter, dit Monsieur Sterling, sa voix grave résonnant légèrement dans la grande pièce. Il marcha jusqu'au bout de la table et posa sa mallette avec un bruit sourd. Asseyez-vous, tous. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir, et je n'ai pas la patience pour les querelles familiales dans mon bureau. Mon père tira une chaise pour ma mère, me lançant un regard noir de l'autre côté du chêne poli. Ils s'assirent directement en face d'Emma, Clara et moi. Les lignes de bataille étaient littéralement tracées sur la table. Monsieur Sterling ouvrit sa mallette. Il en sortit une épaisse pile de documents légaux attachés par un ruban rouge. Mais ce n'était pas tout. Il replongea la main dans la lettre et en sortit autre chose. C'était mon album photo relié en cuir. Il le posa doucement, presque avec révérence, au centre de la table. Je vis ma mère reculer physiquement, son dos heurtant sa chaise. Toute la couleur quitta le visage de mon père. Carter fixa le livre comme si c'était un serpent venimeux prêt à frapper. Il savait exactement ce que c'était, et le voir posé sur le bureau d'un avocat de succession brisa immédiatement leur façade. « Commençons, » dit Monsieur Sterling, ajustant ses lunettes. Il délia le ruban et ouvrit l'épais document légal. Pendant les 20 premières minutes, la pièce fut d'un ennui agonisant. Monsieur Sterling lut les clauses légales standards, la révocation de tous les testaments antérieurs, le paiement des frais funéraires et le règlement des dettes mineures. Le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin de la pièce sonnait comme un coup de marteau dans le silence pesant. Mon père continuait de taper son stylo coûteux contre son portefeuille en cuir. Ma mère continuait de prendre de petites gorgées nerveuses d'eau. Puis Monsieur Sterling tourna une page.
Le bruissement du papier épais fut incroyablement fort. Il leva les yeux, regardant par-dessus le bord de ses lunettes, fixant directement mon père. Nous passons maintenant à la distribution des biens principaux et des actifs liquides, annonça M. Sterling. La température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. Carter se pencha en avant, les coudes sur la table, un sourire cupide et expectant réapparaissant sur son visage. Il tapota même sa nouvelle montre Rolex avec son index. Article 4, lut M. Sterling, sa voix claire et inébranlable. À mon fils, Matthew Harrison, ma belle-fille Victoria Harrison, et mon petit-fils Carter Harrison, mes parents se redressèrent. Ma mère serra fermement son sac de marque. Je laisse la somme de $1 chacun. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait dit qu'un vide avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. J'ai vu les mots les frapper au ralenti. Le sourire narquois de Carter se figea, se tordant en un masque grotesque de pure confusion, les yeux de ma mère s'écarquillèrent à un degré comique, sa bouche s'ouvrant et se refermant comme un poisson hors de l'eau. Je suis désolé, quoi, aboya Carter, rompant le silence. $1? Vous avez mal lu. Vérifiez les zéros. Vieil homme. Monsieur Sterling ne broncha pas. Il ne cligna pas des yeux. Il se contenta de regarder Carter avec une expression de pitié profonde. Je vous assure, jeune homme, ma vue est parfaite. La somme est exactement $1 des États-Unis. C'est un scandale, rugit mon père, claquant ses deux mains à plat sur la table en chêne. Il se leva d'un bond, son visage virant au violet foncé de colère. Ce document est frauduleux. Ma mère était fortement sous médication. Elle n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a signé ces ordures. Nous contesterons cela devant la Cour des successions. Je lirai ce cabinet à des litiges pendant les 10 prochaines années. Monsieur Sterling ferma calmement le dossier. Asseyez-vous, Matthew, dit-il, et l'autorité pure dans sa voix fit en fait hésiter mon père. Je n'ai pas fini et avant que vous ne commenciez à me menacer de vos vaines poursuites, je vous conseille fortement d'écouter le reste de l'avenant. Mon père se laissa lentement retomber sur sa chaise, la poitrine haletante, la mâchoire si serrée que je pensais que ses dents allaient se briser. Amelia anticipait votre réaction, continua M. Sterling, tournant la page. Elle était parfaitement lucide lorsqu'elle a ordonné ces changements. En fait, elle m'a demandé de faire venir un médecin légiste indépendant dans la chambre de l'hospice pour filmer une déclaration sous serment certifiant son état cognitif. Vous ne gagnerez pas un défi de compétence. M. Sterling posa ensuite fermement sa main sur mon album photo en cuir. De plus, dit l'avocat, sa voix devenant froide et précise, Amelia a joint cette pièce à conviction directement à son testament en tant qu'annexa. À l'intérieur se trouvent des dizaines de lettres qu'elle a écrites à son petit-fils Étienne au cours de 10 ans. Des lettres contenant des dons monétaires. Des lettres qui ont été interceptées, volées et cachées par Victoria Harrison. Ma mère laissa échapper un halètement étranglé, enfouissant son visage dans ses mains. Amelia a également fourni des relevés bancaires, continua Sterling sans relâche, prouvant que Matthew Harrison a liquidé un fonds universitaire joint destiné à Étienne, utilisant les actifs pour financer des vacances de luxe pour Carter. Le terme légal pour cela est manquement à l'obligation fiduciaire. L'avenant d'Amelia stipule clairement que si l'un des 3 d'entre vous tente de contester ce testament, la succession remettra cet album, les lettres et les dossiers financiers à la Cour des successions, les rendant publics. Votre vol de courrier et votre détournement financier deviendront publics. Cela détruirait sans aucun doute votre réputation à votre cabinet d'avocat, Matthew. Et cela mènerait probablement à des accusations de fraude criminelle pour Victoria. Échec et mat. C'était une masterclass de destruction légale. Grand-mère Amelia ne les avait pas seulement exclus. Elle avait construit une forteresse inébranlable autour de sa décision, utilisant leurs propres crimes comme fossé. L'héritage de $1 était une tactique légale standard. En leur laissant une somme spécifique, aussi petite soit-elle, ils ne pouvaient pas prétendre avoir simplement été oubliés ou omis accidentellement. Ils étaient intentionnellement reconnus et intentionnellement renvoyés. Mon père s'affaissa sur sa chaise, l'énergie agressive s'évaporant complètement de son corps. Il semblait avoir 10 ans de plus en quelques secondes. La prise de conscience que sa propre mère l'avait déjoué et piégé avec ses propres mensonges le brisait en temps réel. Carter, cependant, n'était pas assez intelligent pour comprendre le piège. C'est de sa faute, cria Carter, me pointant soudainement un doigt tremblant directement. Son visage était rouge et marbré,
des larmes de pure rage inondant ses yeux. Il l'a manipulée. Il a lavé le cerveau d'une femme mourante avec son stupide petit album. Tu as volé mon argent, espèce d'ordure. Carter se jeta sur la table. Avant qu'il ne puisse arriver à mi-chemin, je me suis levé. Je n'ai pas levé les poings. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé avec 15 ans de froideur accumulée. Ton argent, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure, mais elle porta dans la pièce. Tu n'as jamais travaillé un seul jour de ta vie, Carter. Tout ce que tu portes, tout ce que tu conduis, tout ce que tu es a été acheté avec l'argent de quelqu'un d'autre. Pendant 15 ans, tu les as laissés me traiter comme un fantôme parce que cela te faisait te sentir spécial. Tu pensais que j'étais juste un accessoire. Eh bien, l'accessoire vient de quitter la scène. Assieds-toi et tais-toi avant que je ne décide de porter plainte pour le fonds universitaire dès maintenant. Carter se figea, planant au-dessus de la table. Il regarda mon père pour obtenir du soutien, mais mon père ne le regardait même pas. Mon père fixait le bois poli d'un air vide, totalement vaincu. Lentement, Carter se laissa retomber sur sa chaise, couvrant son visage de ses mains. Il commença à sangloter. C'était un son pathétique et laid. Monsieur Sterling s'éclaircit la gorge, commandant la pièce une fois de plus. Article 5, l'utile. Le reste de ma succession, y compris les actifs liquides totalisant environ 3,2 millions de dollars, mes portefeuilles d'investissement et l'acte de propriété de ma résidence principale, sera divisé comme suit. 20% seront placés dans une fiducie irrévocable pour ma fille Clara afin qu'elle n'ait plus jamais à se soucier de sa sécurité. À côté de moi, tante Clara laissa échapper un grand souffle frissonnant. Elle couvrit sa bouche de ses deux mains, des larmes coulant sur son visage. Emma lui frotta doucement le dos. Les 80% restants des actifs liquides, les portefeuilles d'investissement et l'acte de propriété, Monsieur Sterling lut, me regardant directement avec un doux hochement de tête respectueux, sont laissés entièrement et exclusivement à mon petit-fils, Étienne Harrison. Un jeune homme qui a prouvé que le véritable caractère se construit dans l'ombre, et non sous les feux des projecteurs. Je sentis la main d'Emma serrer ma cuisse sous la table. Je ne souris pas. Je ne jubilais pas. Je me contentais de fermer les yeux et de prendre une longue et profonde inspiration. Le poids de 15 ans de rejet. Les nuits sans fin à me demander pourquoi je n'étais pas assez bien. Le doute paralysant, tout s'évapora dans cette pièce. Grand-mère Amélia m'avait vu. Elle m'avait vraiment vu. Et son dernier acte sur cette terre fut de s'assurer que le reste du monde me voit aussi. Ceci conclut la lecture, dit Monsieur Sterling, refermant le dossier et nouant le ruban rouge autour de lui. Matthew, Victoria, Carter, la réceptionniste a vos chèques de $1. Vous pouvez les récupérer en sortant. Je m'attends à ce que vous quittiez les lieux immédiatement. Ma mère essaya de se lever, mais ses jambes cédèrent. Elle s'affaissa contre mon père, pleurant de manière incontrôlable, son mascara coulant sur son visage, ruinant son image parfaite et soignée. Mon père dut la soutenir physiquement pendant qu'il la traînait hors de la pièce. Carter les suivit, la tête baissée, sa montre coûteuse ressemblant soudain à une chaîne lourde et insignifiante. Ils ne me regardèrent pas en partant. Ils ne s'excusèrent pas, mais je n'en avais pas besoin. Leur silence était la plus grande excuse que je pouvais jamais recevoir. Une fois les lourdes portes refermées derrière eux, la tension se rompit enfin. Tante Clara me serra dans ses bras, sanglotant sur mon épaule. Elle a tout arrangé, Étienne, cria-t-elle. Elle a tout arrangé. Je la serrai fort en retour. Oui, tante Clara, elle l'a fait. Monsieur Sterling s'approcha et me tendit l'album en cuir. Elle m'a dit de vous le rendre, dit-il doucement. Elle a dit qu'il a sa place dans une maison où les photos sont réellement chéries. Je pris l'album, sentant le cuir épais et texturé sous mes doigts. Merci, Monsieur Sterling, pour tout. Emma et moi sommes sortis de l'imposant bâtiment en verre et sommes entrés dans l'après-midi frais de Chicago. Le soleil avait percé les lourds nuages de fer, projetant une lumière brillante et aveuglante sur la ville. Je me suis arrêté sur le trottoir, tenant la main d'Emma, et j'ai levé les yeux vers le ciel. Je n'étais plus un fantôme. J'étais exactement là où je devais être. Quelques mois passèrent, et le changement des saisons apporta un sentiment de paix profonde que je n'avais jamais expérimenté de toute ma vie. Le printemps se transforma en un été chaud et doré, et la poussière légale du testament se dissipa complètement.
Mes parents n'ont jamais intenté cette action en justice. La menace d'une exposition publique, la menace que le cabinet d'avocats de mon père découvre qu'il avait détourné le fonds universitaire de son propre fils, fut suffisante pour les terrifier et les soumettre absolument. Ils prirent leur chèque de $1, les encaissèrent et disparurent de ma vie. Le bouche à oreille dans notre ville est remarquablement efficace, surtout parmi la haute société que ma mère essayait si désespérément d'impressionner. La nouvelle s'est quand même répandue. Pas de ma part, mais les rumeurs trouvent toujours un moyen. Les partenaires de mon père au cabinet ont lentement commencé à l'écarter des affaires très médiatisées. Le réseau de chuchotement au country club a transformé ma mère en paria social. Les gens ont réalisé que leur carte de Noël parfaite et glacée n'était rien d'autre qu'un écran de fumée pour un foyer profondément brisé et toxique. Quant à Carter, la réalité l'a frappé comme un train de marchandises. Sans le flux incessant d'argent de mes parents pour subventionner son style de vie, ses cartes de crédit ont atteint leur limite maximale en 3 mois. Il a dû vendre sa voiture de sport, vendre la montre chère qu'il portait au bureau de l'avocat, et retourner vivre dans sa chambre d'enfant. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un emploi de vente de premier échelon qu'il détestait. Enfin forcé de faire face aux mêmes difficultés exactes que j'avais rencontrées il y a 10 ans. Je ne me suis pas réjoui de leur chute. Pour être honnête, je n'y ai presque pas pensé du tout. J'étais trop occupé à vivre la vie que j'étais enfin libre de construire. La première chose qu'Emma et moi avons faite fut de déménager de mon loft du centre-ville pour la maison de grand-mère Amélia. C'était une belle et spacieuse maison moderne du milieu du siècle, nichée dans une banlieue calme et bordée d'arbres. Elle avait un immense jardin, des parquets d'origine et de grandes fenêtres qui laissaient entrer des rivières de lumière naturelle. La maison était remplie des affaires de grand-mère, et passer l'été à fouiller ses affaires fut un processus profondément guérisseur. Au fond de son placard, caché dans une vieille boîte à chaussures, j'ai trouvé des dizaines de photographies. Ce n'étaient pas des portraits de studio professionnels. C'étaient des photos prises sur le vif, légèrement floues, qu'elle avait prises avec un appareil photo jetable quand j'étais enfant. Des photos de moi couvert de boue dans son jardin. Des photos de moi soufflant les bougies de mon gâteau d'anniversaire de 10 ans. Des photos de moi endormi sur son canapé avec son Golden Retriever. Je n'ai jamais été effacé de sa vie. Elle avait gardé ma mémoire vivante de la manière la plus discrète et la plus aimante. J'ai pris ma photo préférée, une photo de grand-mère et moi assises sur le porche, toutes les deux riant hystériquement à une blague dont je ne me souvenais même plus. Et je l'ai fait agrandir, restaurer et placer dans un magnifique cadre en chêne lourd. Je l'ai posé au centre de la cheminée en pierre du salon. C'était la pièce maîtresse de notre nouvelle maison. Avec l'héritage, j'avais la liberté financière dont j'avais toujours rêvé. Je n'ai pas quitté mon emploi. J'aimais trop le design graphique, mais j'ai arrêté de prendre les heures de travail épuisantes et démoralisantes de l'entreprise. J'ai créé ma propre agence de boutique. Julien, mon client VIP, fut le premier à signer un contrat de mandat massif avec ma nouvelle entreprise. J'ai pu embaucher une petite équipe, fixer mes propres heures et me concentrer sur le travail créatif qui m'apportait réellement de la joie. J'ai également utilisé une partie de l'argent pour créer un nouveau fonds universitaire. Mais celui-ci n'était pas pour moi. C'était un fonds de bourse anonyme pour les jeunes de la ville qui avaient de bonnes notes mais manquaient de soutien financier de la part de leur famille. Je me suis assuré que personne ne verrait jamais son avenir voler comme le mien. Au fil des mois, le temps redevint froid. Novembre arriva, apportant le froid familier de l'hiver de Chicago. Mais cette fois, je ne sentais pas la crainte s'insinuer dans ma poitrine. Je ne ressentais pas l'anxiété fantôme d'un appel téléphonique de ma mère exigeant que je joue le rôle du fils invisible. Décembre arriva. C'était l'heure de Noël. Nous l'avons fêté chez grand-mère pendant des semaines. Emma et moi avons décoré. Nous n'avons pas engagé de designer professionnel. Nous n'avons pas adhéré à une esthétique rigide bleu marine et crème. Nous avons acheté un sapin de Noël naturel massif, légèrement tordu, chez un lot local. Nous l'avons décoré de lumières dépareillées, d'ornements en verre coloré et de décorations faites maison affreuses que nous avons trouvées dans des boîtes au sous-sol. C'était chaotique. Bruyant et incroyablement beau. La veille de Noël, la maison sentait le dindon rôti, la cannelle et la fumée de bois de la cheminée. La sonnette retentit, et je me précipitai pour ouvrir. Tante Clara se tenait sur le porche, emmitouflée dans un épais manteau, tenant 3 énormes boîtes de biscuits faits maison. Elle avait l'air plus en forme, plus radieuse et 10 ans plus jeune que chez l'avocat.
Le fonds fiduciaire que grand-mère lui avait laissé lui avait permis de prendre sa retraite complète, de rembourser toutes ses dettes et de vivre sans le poids écrasant de l'anxiété financière. Joyeux Noël, Étienne, rayonna-t-elle, me serrant dans une immense étreinte. Joyeux Noël, tante Clara. Entrez. Il fait glacial. Julien, mon client devenu ami proche, arriva peu après avec sa femme et leurs 2 jeunes enfants, qui se mirent immédiatement à courir en cercle dans le salon, poursuivant le nouveau chien de refuge qu'Emma et moi avions adopté. La maison était remplie du son de rires authentiques. Pas les rires polis et fabriqués d'un rassemblement de country club, mais la joie bruyante et désordonnée de personnes qui aimaient sincèrement être ensemble. Emma sortit de la cuisine, essuyant de la farine sur sa joue. Elle portait un pull de Noël ridicule et trop grand qui s'illuminait quand elle marchait. Je la regardais, debout au milieu du salon, entourée de chaleur, de nourriture et de gens qui se souciaient de moi. Je m'approchai d'elle, enlaçai sa taille et l'embrassai sur le front. « Tu as bien fait, Étienne » chuchota-t-elle, posant sa tête sur ma poitrine. « Nous avons bien fait » la corrigeai-je. Après le dîner, quand les enfants étaient épuisés et endormis sur le tapis, et que tante Clara sirotait du lait de poule alcoolisé près du feu, je me suis levé. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti un lourd sac noir. J'ai installé les pieds en aluminium d'un trépied d'appareil photo en plein milieu du salon. J'ai fixé mon appareil photo réflexe numérique professionnel sur le support. « Qu'est-ce que tu fais » demanda tante Clara, souriant par-dessus le bord de sa tasse. « Nous prenons une photo de famille » ai-je dit. Je n'ai pas ajusté l'éclairage pour le faire ressembler à un studio feutré. Je n'ai demandé à personne de changer de vêtements. Je me fichais qu'Emma ait encore une tache de farine sur le visage ou que Julien porte une cravate de reine affreuse. J'ai réglé le minuteur sur 10 secondes et j'ai appuyé sur le déclencheur. « Allez, tout le monde se serre » ai-je crié, courant et plongeant sur le canapé à côté d'Emma et Clara. La femme de Julien se pencha par-dessus le dossier du canapé. Julien attrapa le chien, qui essaya de lui lécher le visage juste au moment où la lumière rouge de l'appareil photo commença à clignoter rapidement. Emma me serra dans ses bras, riant. Tante Clara rayonnait, tenant sa tasse en l'air. Clic. Le flash illumina la pièce. Je me suis dirigé vers l'appareil photo et j'ai regardé l'écran numérique. La photo était imparfaite. L'éclairage était légèrement jaune à cause de la cheminée. Le chien était un flou de mouvement. Mes cheveux étaient en désordre. Mais en regardant les visages sur ce petit écran LCD, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur aucune des 15 cartes de Noël glacées, coûteuses et parfaitement organisées que mes parents avaient envoyées. J'ai vu la vérité. J'ai vu une famille. Et pour la première fois de ma vie, j'étais en plein centre de celle-ci. Vous savez, traverser tout cela m'a appris une leçon qui a complètement changé ma perspective sur la vie. Nous sommes souvent conditionnés à croire que le sang est un lien incassable. Que nous devons notre loyauté, notre santé mentale et notre identité même aux personnes qui partagent notre génétique. Mais la vérité est que la famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par le respect, la réciprocité et l'amour inconditionnel. Si quelqu'un vous traite continuellement comme une option, s'il efface vos réalisations, ou s'il ne vous valorise que pour ce que vous pouvez lui apporter, vous avez tout à fait le droit de partir. S'éloigner d'un environnement toxique n'est pas un acte de cruauté. C'est l'acte ultime de préservation de soi. On ne peut pas guérir dans le même environnement qui vous a brisé. J'ai passé 15 ans à mendier une place à une table où la nourriture était empoisonnée. Ce n'est que lorsque j'ai construit ma propre table que j'ai enfin appris ce que signifiait être comblé. Ne laissez jamais personne vous faire sentir que vous n'êtes qu'un accessoire dans leur histoire. Vous êtes le personnage principal de votre propre vie. Si l'histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû établir une limite claire ou construire votre propre famille choisie, j'aimerais entendre votre point de vue. Quel a été le moment où vous avez réalisé que vous deviez choisir votre propre paix plutôt qu'une loyauté toxique? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Ou si vous êtes simplement d'accord avec les leçons que ce voyage m'a apprises, laissez simplement le mot « bien » dans les commentaires pour que je sache que vous êtes avec moi. Merci d'avoir écouté. Et souvenez-vous, les meilleurs portraits de famille sont ceux où vous n'avez pas à forcer votre sourire.